Dans son livre « Histoire inconnue des hommes depuis 100 000 ans », Robert Charroux soutient que plusieurs grands monuments de l'histoire n'auraient pas pu être érigés sans un savoir supérieur. Selon lui, les architectes des pyramides égyptiennes et mayas étaient nécessairement les gardiens de secrets fantastiques. Un secret que connaissait peut-être un Lettonien qui débarqua à New York en 1912, un certain Edward Ledikanen. Armés de lampes de poche, les deux adolescents s'avancent en catimini dans la forêt. Se balader en pleine nuit dans ce secteur boisé des Everglades peut rapidement se changer en excursion périlleuse. À l'orée du bois, ils distinguent celui qu'ils sont venus épier. L'énigmatique Monsieur Ed, un immigrant qui interdit à quiconque de s'approcher de son mystérieux chantier. Il n'y travaille que la nuit selon les rumeurs. Les adolescents évitent tout bruit. Ils ne veulent surtout pas être repérés par l'homme qui semble chercher quelque chose dans le chantier mal éclairé. L'homme regarde soudain leur direction. Les adolescents n'osent plus s'enfuir, même s'ils pensent apercevoir un immense rocher flotter dans les airs face à eux. Éberlués, les deux adolescents s'interrogent du regard. Qui les croira? Depuis quelque temps, les habitants de Florida City s'interrogent sur l'homme à la bicyclette, qu'ils aperçoivent occasionnellement transportant de vieux objets rouillés et des câblages défaits. Personne ne sait exactement d'où vient ce jeune immigré, ni ce qu'il fait. Edward Lidskalnin était un homme simple, issu d'une famille tout aussi simple, qui vivait en banlieue de Riga, en Lettonie. Enfant, Ed était très malade. Ça, nous le savons. Il avait abandonné ses études en 4e année parce qu'il ne pouvait pas se rendre à l'école tous les jours. Il s'est alors mis à la lecture. Il a lu des livres sur l'Atlantide, sur le magnétisme, sur Stonehenge, sur les Mayas. Tout ce qu'il lisait était en rapport avec le magnétisme, l'époque de l'Atlantide et les temps anciens. À l'âge de 26 ans, il s'est fiancé à une jeune fille de 16 ans nommée Agnes Scoff. Mais la veille de la cérémonie du mariage, Agnès lui a dit « Non, je ne t'épouserai pas ». Et dès le lendemain, Ed, le cœur brisé, s'embarqua vers l'Amérique. En 1920, atteint d'une forme de tuberculose, Ed décide de s'établir plus au sud pour profiter du climat. Il est probable que Ed s'est fait conseiller par un médecin de déménager en Floride, parce qu'il n'y avait pas de traitement pour la tuberculose, sinon le soleil. Et c'est comme ça que Ed s'est retrouvé sur les routes de Floride dans les années 1921-22. En 1923, il acquiert un terrain à l'extérieur de Florida City, un secteur marécageux à la frontière des Everglades. Une fois guéri de la tuberculose, Ed décide de rester à Homestead, en Floride, où il achète 10 acres de terrain pour 10 $. Il se met à gratter la terre de surface et découvre un filon de calcaire, chaud carbonate de calcium, que nous appelons corail. C'est alors qu'il se met à creuser et à sculpter un château. C'est là qu'il entreprend, dans le plus grand des secrets, la construction d'un château à la mémoire d'Agnès, sa Sweet 16, comme il la surnomme avec affection. Il a construit Coral Castle essentiellement pour que son amoureuse de 16 ans change d'idée. Elle avait décidé de ne pas l'épouser, ce qui l'avait humilié et poussé à quitter la Lettonie. En arrivant en Amérique, il s'est retrouvé à construire un château. Il n'avait pas d'argent, mais son père était un maçon et il savait travailler la pierre. C'est comme ça que tout a commencé, comme ça qu'il a exprimé ses émotions en les cristallisant en quelque sorte dans la pierre, avec l'espoir d'impressionner Agnès et lui faire changer d'idée. N'eût été d'une jeune fille de 16 ans qui avait refusé d'épouser Edward Lidskalnin, Coral Castle n'aurait jamais existé. Ce jeune homme solitaire, l'esprit romantique à souhait, est sans son sou. Tout ce qu'il semble posséder, c'est une vieille bicyclette. Son physique est frêle, mais de son regard émane une certaine vivacité d'esprit inutile,
puisqu'il ne semble la partager avec personne. Ed est définitivement quelqu'un de très secret. C'était un type qui n'avait pas d'argent. C'était un homme de petite taille, mais qui avait l'intelligence de créer des outils simples pour servir de levier qui pouvaient déplacer des rochers énormes avec des moyens de fortune. Au cours des 4 années qui suivent, Lady Canaan va ériger sur ses terres, tel un gigantesque puzzle, une immense enceinte à l'intérieur de laquelle il aménage des jardins, des estrades et des tours. En faisant cet ouvrage, Ed essayait de démontrer qu'il avait compris les secrets complexes des grandes pyramides, de Stonehenge, des Mayas, des Péruviens. C'était une sorte de jouet éducatif, si vous voulez, qu'il utilisait pour enseigner aux gens. Une pierre symbolisait le menhir de Stonehenge, de manière à expliquer « j'ai compris le secret de Stonehenge », une autre pour les pyramides, les Mayas, les Péruviens, et ainsi de suite. Et toutes ces pierres étaient emménagées sur le site. L'une d'entre elles, sa table de pierre en forme de cœur, pesait, croyez-le ou non, près de 2500 kilos. Et il se justifiait en disant « je suis un homme pauvre et je n'ai pas toujours de l'argent », disait-il. Et si je n'arrive pas à donner à Agnès un cadeau de Saint-Valentin, quand nous nous asseoirons ensemble pour dîner à la table de Saint-Valentin, elle se rappellera que je l'aime, même si je suis distrait de nature. Tout est fait de corail. Des murs d'enceinte aux meubles, en passant par les portes et les fontaines. Cet hymne à la passion est entièrement fait de blocs de pierre sculptés à même les bancs coralliens, assemblés, semble-t-il, uniquement grâce à des outils rudimentaires faits de vieilles pièces de voiture et de ferraille recyclées. Peu à peu, l'art secret de Lady Canaan alimente les plus folles rumeurs. Les jeunes affirment même d'avoir vu déplacer d'immenses blocs de pierre en les faisant flotter dans l'air. Et quand on demande au principal intéressé le secret de Coral Castle, celui-ci se contente de dire qu'il maîtrise l'art des constructeurs de pierre. Ed reste vague à souhait. Il parle d'énergie, de magnétisme. Un discours aussi nébuleux qu'hermétique. En 1937, Ed Lady Canaan, pour attirer plus de touristes, décide de déménager son château de corail à Homestead, à 16 km plus au sud en bordure de l'autoroute 1. Un projet titanesque. Il avait commencé à construire Coral Castle à Florida City, mais nous croyons qu'il avait pu faire une sorte de repérage, car comme il achevait Coral Castle, ce qui représente 1100 tonnes, il change brusquement d'idée, arrive avec un camion et commence à déménager Coral Castle depuis Florida City jusqu'à Homestead, 16 km plus au sud, là où l'on se trouve aujourd'hui. Il s'était déjà tellement avancé à construire quelque chose au milieu de nulle part dans les Everglades, là où il n'y avait aucun accès, qu'il s'est dit « Après le plan A, c'est le plan B. Déménageons tout ça sur un meilleur site. » Et je pense qu'à la fin, ce n'était plus son amour de jeunesse qui le motivait, mais bien davantage l'admiration du public. L'annonce de cette relocalisation amène son lot de bénévoles. Mais Ed n'a nul besoin de cette aide. Ed préférait être seul. C'est dangereux de travailler avec ces grosses pierres. Le moindre faux mouvement peut provoquer une blessure grave. Alors naturellement, lorsqu'il y avait des visiteurs, il cessait toujours de travailler. Certains disent que c'est parce qu'il ne voulait pas qu'on l'observe, mais je crois que la principale raison était qu'il n'est pas sécuritaire de continuer à travailler quand on a des visiteurs. C'est seul qu'il a construit son château et c'est seul qu'il compte le déplacer. Ou presque. Pour mener à bien son projet, Ed n'a recours qu'à une plateforme, construite par lui-même, et à la machinerie agricole d'un voisin. Un homme s'est présenté. Ils ont déjeuné ensemble et l'homme, un conducteur de camion, lui a demandé « Qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse ?» Et Ed lui a répondu « Reculez votre véhicule et je vais charger cette pierre de 30 tonnes sur votre camion. Ensuite, nous allons l'amener par l'autoroute de Key West jusqu'à Homestead pour la décharger sur mon nouveau site. » À Homestead, les gens ont aperçu ce gros camion avec des pneus comme des ballons, déménager des éléments du château jusqu'au milieu du village.
Mais personne n'a jamais vu Ed charger le camion. Quand il a engagé Moser, c'était simplement pour conduire le camion. Un beau jour, le chauffeur de camion décida de surprendre Ed. Alors il est retourné à son camion et a attendu 15 minutes avant de revenir à la hâte pour voir où en était Ed. Et il était là, les bras croisés, et lui a dit « Je t'attendais. Les pierres sont prêtes. Allons-y. » Et on ne pouvait jamais surprendre Ed, car il avait une sorte de sixième sens. Il avait l'habitude de dire aux gens qu'ils pouvaient sentir leurs vibrations lorsqu'ils se déplaçaient sur le sol. Comme un diapason, il était sensible à l'ensemble de la nature du monde qui l'environnait. Ce que tous croyaient impossible est devenu réalité. Au nouvel emplacement, l'étonnante construction devient une attraction encore plus populaire. Quand les gens demandaient à Ed comment il avait fait, oui, c'est vrai, il demeurait toujours très évasif. Il ne répondait jamais complètement à la question du comment. Mais c'était dans son intérêt de rester vague parce qu'après tout, ceci est un parc d'attractions. Il voulait que les gens viennent ici, payent leurs 25 cents ou leurs 10 cents au début, parce que c'était son gagne-pain. En gardant le mystère, les gens venaient pour visiter, ils étaient curieux. Aussi, lorsqu'il posait des questions, il n'y répondait qu'à moitié. Faisant toujours référence à ses connaissances sur les proportions, les lois de la gravité et tout le tralala, mais sans jamais entrer dans les détails. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Ed Ledikainen abandonne ses travaux d'architecte pour se consacrer presque uniquement à des recherches sur le magnétisme et l'électricité. Il soutient que toute matière se compose d'aimants individuels et que la polarité à l'intérieur de la matière produit des phénomènes mesurables et utilisables dans l'espace. Le contrôle de ce magnétisme est-il le secret de Coral Castle? Ed voulait laisser un héritage aux générations futures afin de prouver qu'il comprenait ses secrets. Il voulait également laisser une histoire d'amour derrière lui. Il voulait prouver aux gens à quel point il aimait Agnès. Aujourd'hui, n'importe qui vous dirait que Agnès était un leurre visant à dissimuler la portion scientifique de Coral Castle. Mais c'est faux. Le premier homme que j'ai interviewé, M. J.T. Bullard, m'a raconté qu'à plusieurs reprises, lorsqu'il rendait visite à Ed le soir, celui-ci regardait l'océan en direction de la Lettonie et lui disait « J.T., un jour Agnès va revenir de Lettonie. Elle va traverser l'océan. Elle va venir ici pour m'épouser à Coral Castle. Et en attendant que cela arrive, moi, j'attends Agnès. » Ceci était très important dans sa vie. C'est là que le château et la dimension scientifique se rencontrent. Et c'est ce qu'il voulait démontrer, c'est qu'il nous parlait avec les mêmes pierres que l'on retrouve dans les pyramides ou à Stonehenge, et que ce sont là des pièces oubliées qui nous racontent qu'un homme est venu sur cette planète et a décidé de nous livrer les secrets de l'univers. Mais il a dissimulé ses secrets dans les pierres. Et si vous voulez savoir ce qu'il savait, vous devez lire les livres, vous devez travailler. C'était un Lettonien, un dur travailleur qui n'aimait pas la facilité. Alors si vous voulez connaître les secrets de Coral Castle, vous devez l'étudier et lire ses livres. Et c'est ce qu'il voulait que vous fassiez. Et comme vous allez commencer à découvrir ces petites portions du secret, il vous accompagnera en vous racontant l'histoire au fur et à mesure que vous avancerez. En décembre 1951, Ed, âgé de 64 ans, décède, emportant avec lui son extraordinaire secret. Depuis son décès, une foule de chasseurs de mystères se sont attaqués à l'énigme de son château de corail. Comment ce petit bonhomme de 1,52 m et d'à peine 45 kg s'y est-il pris pour tailler, déplacer et assembler ces immenses blocs de coraux, lui qui n'avait pour seul moyen de transport qu'une bicyclette? Nous avons des photos de lui en action, alors qu'il utilise un immense trépied fabriqués à partir de troncs d'arbres qui poussent dans cette région. On les appelle les Dade County Pine Trees. Ils sont droits comme des poteaux de téléphone et durs comme des rochers. Avec ça, il avait fabriqué plusieurs trépieds. Et avec ces trépieds, il était capable de soulever partiellement les pierres, de sorte que le déplacement des pierres pouvait par la suite se faire sur des rouleaux. Sur de rares photographies prises lors de la construction du Coral Castle, on peut voir un dispositif formé de 3 poteaux de téléphone disposés en tripode et surmontés d'une boîte carrée. Des câbles ou des fils sortent de cette boîte et pendent entre les poteaux.
aucun dispositif de ce genre n'a été trouvé dans l'atelier de Ed après sa mort. En 1992, au lendemain de l'ouragan Andrew, les GI se seraient livrés à une fouille minutieuse des lieux. Tout au fond d'un puits, ils auraient découvert la mystérieuse boîte dont Ed se servait pour déplacer ses pierres et qui serait depuis entreposée dans un lieu secret. Aujourd'hui, Coral Castle est une importante attraction touristique. Chaque année, des milliers de visiteurs s'émerveillent devant le travail accompli en ces lieux. Certains croient que le secret de Ed Ledikainen reposerait sur une nouvelle connaissance dans l'utilisation des forces présentes dans la matière. D'autres résument plutôt que la magie de Ed tient en un mot: la persévérance. Nous avons vu ce que nous avons vu. Nous avons des affidavits, nous avons des photos, nous avons des marques sur les pierres qui montrent la façon dont il les a déplacées. Encore une fois, sans entrer dans les détails, Ed a utilisé des outils simples qu'il a trouvés dans un cimetière de taux voisin et qu'il a su adapter pour déplacer ses pierres, toujours petit à petit. Ed ne possédait qu'une seule richesse en grande quantité, et c'était le temps. Du passé, on connaît de brefs moments, entrecoupés de vastes périodes ouvertes aux spéculations. Bon an, mal an, les archéologues nous surprennent avec de nouvelles découvertes qui parfois contredisent ce que nous pensions savoir. Les grands musées du monde, eux, possèdent de nombreuses pièces qui sont conservées à l'abri du regard des visiteurs. S'ils étaient mis en vitrine, ces objets apporteraient plus de questions que de réponses. Napoléon disait que l'histoire est une série de mensonges sur lesquels on est tous d'accord. Preuve que l'histoire peut se tromper, ou nous tromper.